satisfait. Non, moi je suis jamais satisfait. Donc est-ce que je suis satisfait? On peut toujours mieux faire. Et il y a plein de choses que j'aurais aimé faire. L'un de mes objectifs était par exemple de livrer l'hôpital général aux autorités haïtiennes avant la fin de ma mission. C'était l'objectif que j'avais quand je suis arrivé il y a 3 ans. Malheureusement, on en est loin. On en est encore loin, et même on a reculé. On a reculé, et probablement de manière très, très grave, à la faveur des troubles que nous avons connus en février et en mars. Donc, de ce point de vue-là, c'est un échec. Il y a d'autres choses que j'aurais aimé faire et que je ne verrai pas. J'ai parlé de le déclenchement d'un processus électoral, je ne le verrai pas. Il y a d'autres choses que j'aurais aimé accomplir. J'aurais aimé visiter davantage le pays, aller davantage en province. Je ne l'ai pas fait suffisamment. J'ai été trop bloqué pour des raisons sécuritaires à Port-au-Prince. Donc voilà, il y a des choses que j'aurais aimé faire, que je ne suis pas arrivé à faire. Le temps passe vite et vous me concéderez que la situation n'a pas été toujours simple. Hein. Nous avons connu en 3 ans 3 locs, d'une certaine manière, d'intensité variable, dont un dernier qui a duré très longtemps et qui a abouti à l'évacuation des communautés étrangères, dont la communauté française, pour la première fois depuis toujours. Depuis toujours. On y reviendra si vous le souhaitez, mais c'est quand même un événement notable. Nous avons connu 3 locs, nous avons connu Bois-Calais, nous avons connu une mutinerie de la PNH contre ses autorités. Tout ça, effectivement, ce n'est pas quelque chose de banal. Nous avons connu également un changement de gouvernement, un changement d'autorité complet, par une voie non démocratique. Voilà. Donc, ça, effectivement, ça a provoqué un certain nombre d'obstacles pour faire en sorte que l'ambassade fonctionne normalement. Alors, de quoi je suis satisfait? Parce qu'il y a quand même un élément positif, parce que dans tout bilan, il y a un actif, il y a un passif. Donc, du côté de l'actif, eh bien, je suis encore là. L'ambassade est encore là. L'ambassade est encore fonctionnelle. Moi, quand je suis arrivé ici, il y a 3 ans, eh bien, je constate que des collègues des ambassades ont fermé. Elles sont parties. Elles sont parties. L'ambassade de France est toujours là. Elle a toujours resté, sauf dans les cas de crise aiguë, elle est toujours restée ouverte. Le lycée a réouvert en présentiel. L'Institut français a toujours continué à fonctionner. Toute la structure de l'ambassade, les alliances françaises, etc., toute la structure de l'ambassade est restée, pour l'essentiel, intacte, en se recentrant sur un certain nombre de missions essentielles, mais elle est restée. Et j'en suis très fier. Et je peux vous dire que c'est très difficile, parce que quand vous devez convaincre vos autorités que vous pouvez tenir la situation en main, que les troubles que vous voyez au coin de la rue, n'oubliez pas que nous sommes localisés au Champ de Mars, et quand vous devez convaincre vos autorités que les troubles que nous voyons au coin de la rue ne vont pas affecter la sécurité des agents, la sécurité de l'ambassade ou la sécurité de la communauté, eh bien, quelquefois, il faut faire preuve d'une certaine persuasion. Donc ça, c'est le premier point. C'est le premier point. Ce dont je suis satisfait aussi, c'est que nous avons réorienté un certain nombre de choses dans la coopération française. Par exemple, la sécurité. La sécurité. La PNH était une institution avec laquelle nous avions cessé de coopérer. Parce que, eh bien, nous avions cru, comme d'autres, nous ne sommes pas les seuls, hein, que la MINUSTAH avait réglé le problème sécuritaire. Ah, nous l'avions cru. Vous aussi, d'ailleurs, peut-être vous l'aviez cru. Et nous l'avions cru, d'ailleurs, le gouvernement haïtien l'avait cru, puisque c'est le gouvernement haïtien qui a demandé le retrait de la MINUSTAH. Je le rappelle. Hein, on ne le dit pas assez, mais c'est quand même le gouvernement haïtien qui a demandé le retrait des Nations Unies. Pour, quelques années après, redemander une aide internationale. Donc, nous avons réorienté notre coopération dans un certain nombre de domaines, en matière sécuritaire,
Et nous sommes en train de réorienter notre outil de développement dans des domaines que nous n'avions jamais touchés auparavant, mais qui nous correspondent, qui nous semblent être fondamentaux pour l'avenir du pays. Je pense par exemple à l'outil fiscal, dont on ne parle pas assez, et dont je parle moi systématiquement, parce que je pense que c'est absolument fondamental pour le pays de restaurer un outil fiscal qui soit performant et qui soit rémunérateur pour l'État haïtien et en définitive pour le contribuable, pour construire des hôpitaux, pour construire des écoles, pour construire des commissariats. Parce que si vous n'avez pas d'impôt pour faire ça, vous allez le faire comment? Comment vous allez le faire? Pas par l'opération du Saint-Esprit. Donc, je finis. Nous avons par exemple, nous sommes en train d'engager un programme très ambitieux au profit des douanes, au profit de l'administration des douanes, pour conforter les éléments positifs qui sont apparus depuis 1 an et demi en matière de production fiscale, de produits fiscaux par les douanes. Ça, c'est un élément nouveau. Et je peux vous dire que si nous réussissons ce programme, ça sera mon successeur qui le mettra en œuvre, je l'espère. Si nous réussissons, cela va changer la vie des Haïtiens. Positivement, parce que... Vous pouvez donner plus de détails par rapport à ces programmes et les coûts et les nombres de... Par exemple, si vous regardez la structure de financement de l'État haïtien, une bonne partie de cette structure de financement vient de l'administration des douanes. Je veux dire, c'est à peu près 60% des revenus fiscaux. Bon, 60% des revenus fiscaux, ça veut dire qu'il y a une forte dépendance de la part de l'État haïtien à l'égard de cette administration. Cette administration, jusqu'à une date très récente, elle rapportait à peu près 4 milliards de gourdes, 5 milliards de gourdes par mois. Maintenant, elle en rapporte 12. Depuis 1 an et demi. C'est ce qui permet. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'abord d'établir un budget. Ça permet de financer des policiers, ça permet de financer des instituteurs, ça permet aussi de moins dépendre du financement monétaire, c'est-à-dire de la planche à billets, et donc en définitive de l'inflation. Ça permet donc de maintenir la gourde à un niveau qui est stable, et la gourde est stable. Malgré toutes les turbulences politiques, la gourde est stable depuis 1 mois, depuis 1 an maintenant. Depuis 1 an. Demandez à des gens dans la rue de savoir s'ils veulent une gourde stable ou s'ils veulent une gourde qui dévisse. Ben, ils vous diront qu'ils veulent une gourde stable, parce qu'ils voient très bien quel est l'impact immédiat au marché. Dans les boutiques, parce que beaucoup de produits qu'ils achètent dans les boutiques sont importés. Et donc quand la gourde dévisse, eh bien c'est plus cher. Donc vous voyez, ce sont des mécanismes économiques qui sont extrêmement, alors peut-être un peu complexes, mais qu'il est nécessaire, je crois, d'avancer pour trouver les voies d'une solution. Les problèmes haïtiens ne se résument pas, malheureusement, aux gangsters. Les gangsters ne sont pas la cause des problèmes haïtiens, ils en sont la conséquence. Nous savons que la France, comme bien d'autres pays, a soutenu la résolution appelant au déploiement d'une force multinationale. Vous avez supporté quand même le déploiement des Kenyans en Haïti, au point où vous avez même, d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, contribué. Environ 2 mois, on n'a que 400 policiers kenyans en Haïti. Pour quel résultat? Je vous pose la question, puisque vous quittez le pays, pas avec la certitude ni la satisfaction d'avoir pu voyager à travers le pays grâce à un effort quelconque des Kenyans sur le terrain. Dites-nous, monsieur l'ambassadeur. Quelle est la question, Wendell? La question, êtes-vous satisfait d'avoir soutenu la résolution appelant au déploiement des Kenyans? Nous sommes satisfaits d'avoir soutenu la résolution puisque nous l'avons soutenue. Donc c'est que nous considérons qu'une force internationale d'aide à la police est nécessaire.
pourquoi nous considérons... En fait, Wendell, vous me posez une question qui est la continuité de ce que je viens d'aborder. C'est-à-dire, pourquoi faut-il une force internationale d'appui à la police? Il le faut parce que la police est numériquement sous-dimensionnée pour aborder les problèmes de maintien de l'ordre. Et maintenant, il n'y a pas que moi qui le dis. Maintenant, tout le monde le dit. Tout le monde a compris ça. Il y a 8 000, 9 000 policiers sur le territoire haïtien. Vous en avez 35 000 de l'autre côté de la frontière pour la même population, plus 60 000 policiers. Vous en avez 30 000 également en Jamaïque, pour une population qui est 3 fois inférieure. Donc regardez les taux d'encadrement, le nombre de policiers par habitant. Haïti est de loin, de très loin, le pays le plus faiblement doté en matière sécuritaire. Donc c'est la raison pour laquelle il faut une aide. Parce que construire une police numériquement, construire une police qui est numériquement à la hauteur des besoins, ça prend du temps. Vous ne créez pas ça en un an. La capacité de l'école nationale de police, c'est 500, 600 cadets par an. Et il faut compter les départs à la retraite et ceux qui s'en vont sous d'autres cieux. Donc, il faut une force internationale. Après, le débat n'est pas sur faut-il une force internationale. Le débat, c'est quelle forme, quelles sont les modalités de cette force internationale. Donc, le choix qui a été fait, et nous l'assumons puisque nous avons participé, nous avons voté cette résolution. Le choix qui a été fait par le Conseil de sécurité, c'est de faire une force qui n'est pas une force des Nations Unies. Une force non ONU, qui est une force qui est approuvée par les Nations Unies, mais dans laquelle les Nations Unies n'ont aucune responsabilité opérationnelle pour son déploiement, pour son équipement, pour sa logistique. Donc, moi, je ne suis pas en mesure de vous dire, parce que moi, je ne participe pas à la mise en place de cette force, au titre d'un membre des Nations Unies, même un membre permanent. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire pourquoi, pour le moment, il y a seulement 400 Kenyans. J'espère qu'il y en aura plus, et nous avons, nous, contribué au fonds fiduciaire spécialisé des Nations Unies, qui est géré par les Nations Unies, pour financer cette force. À hauteur de 3 millions d'euros. Et nous avons donné 1 million d'euros supplémentaires pour des cours. Nous pourrons, je ne dis pas que nous n'allons pas faire plus, nous pouvons faire plus, mais ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que pour que nous puissions faire plus, nous avons besoin d'indications sur les missions de cette force, sur son budget, sur ses règles d'engagement. C'est-à-dire que nous voudrions avoir plus d'informations sur la manière dont cette force, et ce n'est pas uniquement la France, c'est de très nombreux pays. Vous avez parlé on a parlé de l'Union européenne aussi débat pour savoir si elle doit financer cette... Moi, j'espère qu'il y aura davantage de financement, mais encore faut-il que nous ayons des indications sur son rôle, sa mission, sur la planification. Nous sommes à la disposition de la masse. Nous sommes à la disposition de la masse pour participer à cette planification. Nous avons une expérience. L'ambassade a un expert technique qui est en permanence à la PNH, à l'aéroport, à la disposition du DG pour aider à cette planification. Longtemps méprisé, aujourd'hui on voit que la communauté internationale commence à faire des yeux doux à l'armée, les forces armées d'Haïti. Est-ce que c'est le cas de la France? Une autre question pour rester dans le chapitre des satisfactions, des insatisfactions, etc. Est-ce que la France, pour avoir aidé, pour avoir applaudi l'arrivée du Conseil présidentiel de la transition CPT, comme on dit, et Gariconi, est-ce que vous êtes jusqu'ici satisfait de leur travail? Les forces armées. La question des forces armées, nous l'abordons dans la continuité de ce que je viens de dire sur les capacités domestiques haïtiennes pour reprendre le contrôle de sa souveraineté. Est-ce que la France supporte l'armée? La France a toujours supporté l'armée. La France a toujours supporté l'armée, dans le respect de ses compétences. Dans ses compétences. Quelles sont les compétences d'une armée dans tout pays du monde? Les compétences d'une armée, c'est le contrôle de la souveraineté. Le contrôle de la souveraineté du pays. Le contrôle des frontières, par exemple.
l'aide à la population en cas de catastrophe naturelle. Il peut y avoir un rôle supplétif en matière de maintien de l'ordre, comme par exemple en France avec le plan Vigipirate, où il y a effectivement un certain nombre de militaires qui sont dans la rue. La France indique ici des fonds pour l'armée. La France, non, attendez. Nous ne sommes pas dans une relation de quelqu'un qui fait l'aumône à quelqu'un qui tend la main. C'est clair. Mais vous le faites pour la police nationale? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est une coopération avec la police nationale. Quand nous faisons venir ici... Donc est-ce que vous coopérez avec l'armée? Oui, nous allons coopérer. Nous allons coopérer. Nous aurions dû coopérer s'il n'y avait pas eu les événements de février-mars. Le problème, c'est que les événements de février-mars ont fait perdre du temps à tout le monde. Et à certains, elles ont fait perdre plus que du temps, malheureusement. Elles ont fait perdre leur vie. On l'oublie quand même. Ce qui s'est passé en février-mars, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Ça a été quelque chose d'absolument, non seulement inutile, mais catastrophique. Des gens ont perdu leur vie, des gens ont perdu leur maison, des gens ont perdu... Bon, et nous avons perdu du temps parce que nous aurions dû commencer la coopération avec les forces armées en envoyant un certain nombre d'officiers en Martinique pour bénéficier de formation. C'est ce que j'ai dit au ministre Berthier, que j'ai vu il y a quelques semaines, qui a demandé à me voir, et je lui ai confirmé que nous allions commencer les formations. Et ça commencera, je l'espère, dès septembre. Donc, il n'y a pas d'obstacle. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle idéologique. Il n'y a pas d'obstacle idéologique. Ce que nous avons toujours dit, c'est que l'armée avait un rôle il n'est pas normal, nous, de notre point de vue, il n'est pas normal que Haïti n'ait pas d'armée, n'ait pas de forces armées. Et ce n'est pas un Français qui va vous prétendre le contraire, alors que l'armée française a eu un rôle tout à fait fondamental dans la construction de l'État français. Mais en revanche, effectivement, cette armée, comme toutes les armées du monde, et certainement en Haïti, eu égard à son passé récent, elle doit se concentrer, à notre avis, devrait se concentrer et c'est d'ailleurs, j'ai pas de raison d'en douter, dans le respect de ses compétences qui sont celles du maintien de la souveraineté. Et la question n'est pas la question de l'opportunité, la question c'est celle de la faisabilité. La question c'est celle de la faisabilité. Nous faisons déjà un certain nombre d'actions en faveur de la police, en faveur des forces armées. Nous allons commencer avec les forces armées et nous faisons déjà avec la police. Est-ce que c'est assez? Probablement pas. J'aimerais avoir davantage. Pour financer plus d'actions. Mais, et c'est quand même un élément important, la capacité d'absorption des autorités haïtiennes, et en particulier des forces de l'ordre, est limitée. Elle est limitée. Croire que les problèmes d'Haïti, les problèmes notamment de maintien de l'ordre d'Haïti, seront résolus par un plan Marshall sécuritaire, c'est une illusion. C'est une illusion. Je viens de vous dire que le problème était un problème structurel qui était relatif à la faiblesse de l'État haïtien. Cette faiblesse, elle est aussi celle de l'absorption de l'aide. Aujourd'hui, je crois que la police nationale haïtienne n'a jamais eu autant de véhicules blindés à sa disposition. Jamais eu, dans toute son histoire. Il y en a encore un certain nombre qui va arriver très prochainement, et ce sera mon successeur qui l'annoncera dans les semaines qui viennent. Et il y aura des dons français. Mais est-ce que, franchement, sérieusement, vous pensez que c'est parce que nous allons livrer des centaines de véhicules blindés que nous allons régler les problèmes sécuritaires en Haïti? Qui va les conduire? Qui va les réparer? Qui va les maintenir? Qui va les opérer? Qui va monter dedans pour riposter au feu?
Si vous avez toujours 400 ou 500 policiers pour tout le pays en matière d'unité d'élite, parce que c'est ça l'ordre de grandeur. C'est ça l'ordre de grandeur. L'unité. Parce que là, on se plaint sérieusement du fait. Ça, je non, je ne veux pas couper l'herbe sous le pied de mon successeur. J'en ai déjà trop dit. Il y aura des annonces qui seront faites. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons à la police nationale un expert technique qui est au contact quotidien de la police. Donc nous savons très bien ce dont a besoin la police. Nous connaissons aussi très bien les besoins de la police. J'aimerais faire plus. Et nous faisons beaucoup plus qu'avant. J'aimerais faire encore plus. Mais il y a des limites à l'absorption. Et nous le voyons aujourd'hui. Donc c'est un effort de long terme. Je sais que ce que je dis n'est pas populaire. Je ne suis pas candidat à une élection ici, donc ça tombe bien. Ce n'est pas populaire. Ce n'est pas ce que les gens aiment entendre. Mais nous voyons bien depuis 3 ans. Moi, quand je suis arrivé ici, on m'a dit, j'ai vu arriver ici beaucoup de monde, j'ai rencontré beaucoup de monde, et on m'a tenu un discours sur le sécuritaire. Tout le monde m'a tenu un discours différent sur le sécuritaire. En disant, il y avait qu'à changer un tel ou un tel, changer le DG, en mettre un autre, changer un tel ministre, ou en mettre un autre, faire ceci, faire du renseignement, faire pas de renseignement, donner les compétences à l'armée, ou faire autre chose. Tout le monde avait sa solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a une situation dans laquelle l'unité anti-gang, l'unité SWAT, le BRI, c'est des unités d'élite qui se battent contre les gangs, c'est quelques centaines de policiers. C'est tout. Quelques centaines de policiers. Et en face, bien sûr, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont 3, 4, 5 000. Et ils ont une fourniture illimitée d'armes et de munitions. Eux. Et ça, vous ne me posez pas de questions là-dessus. Et ça ne vient pas de France. Moi, je laisse les gens qui fâchent, les fâchants, ceux qui sont compétents, me dire ce dont ils ont besoin. Il y a des choses que nous pouvons leur fournir, et il y a des choses que nous ne pouvons pas leur fournir. Vous savez, quand on a commencé à avoir un peu d'argent, et qu'on est allé voir les gens de la PNH, quand je suis allé voir le commissariat de Port-au-Prince, qui est en face de l'ambassade, au Champ de Mars, le commissaire de Port-au-Prince, la première chose qu'il m'a demandé, c'était « Je veux une génératrice. » Je veux une génératrice. Pourquoi il veut une génératrice? Parce qu'il n'a pas d'électricité. Donc, comment ils font pour recharger leur téléphone? Donc, vous voyez, après vous me parlez de véhicules à infrarouge, d'hélicoptères de combat, d'avions de combat. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas le minimum. On m'a beaucoup critiqué sur les motos. Vous vous souvenez, Wendell, hein? On m'a beaucoup critiqué sur les motos. Mais les motos étaient demandées par la police. C'était une demande. Là, on va fournir des choses plus élaborées. Voilà. Des choses qui vont servir au combat. Mais avant, il y a toute une structure qu'il faut malheureusement reconstruire. Et ça, ce n'est pas la communauté internationale. C'est une responsabilité partagée. Je ne dis pas que la communauté internationale est innocente là-dessus. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Et je sais que très souvent, dans le dialogue entre les Haïtiens et les étrangers ici, c'est votre faute, c'est pas votre faute, c'est la faute de qui? C'est une responsabilité partagée. Pourquoi je dis qu'elle est partagée? Parce que quand nous avons pris la décision collective, à la demande des Haïtiennes, mais approuvée par la communauté internationale, de retirer l'opération de maintien de la paix, où il y avait des milliers de policiers, hein, vous étiez là tous, vous vous en souvenez des Brésiliens. Voilà. Nous avons pris cette décision. Nous l'avons prise pourquoi? Parce que du côté haïtien, on nous avait dit, nous sommes prêts,
Et du côté de la communauté internationale, et notamment du côté des Nations Unies, on a dit ils sont prêts. Et la vérité, c'était que nous avions tort. La vérité, c'était que le commissariat de Port-au-Prince n'avait pas l'électricité. EDH ne fournissait plus la rue Capois. Et nous le savons bien, nous sommes rue Capois, et toute l'année dernière, nous n'avons jamais eu l'électricité. J'ai deux points que je voulais voir avec vous, monsieur l'ambassadeur. Donc, il faut des équipements, plus d'équipements. La PNH n'est pas assez équipée. Mais il faut aussi, autour de ces équipements, sauf à les sous-traiter à une force internationale, il faut construire les capacités domestiques pour utiliser, entretenir et faire durer ces équipements. Et nous avons vu dans le passé récent qu'il y avait un certain nombre de problèmes avec l'utilisation des blindés, dont certains ont été perdus et pas nécessairement au combat. Oui, nous avons donné des drones, oui, nous avons donné. Où sont ces drones? Est-ce que vous n'avez pas aussi un devoir de demander des explications sur l'utilisation de ces équipements? Ça, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce dialogue, qui est un dialogue dont vous me permettrez qu'il reste confidentiel entre la PNH et nous, pour des raisons sécuritaires. Mais oui, bien sûr, nous demandons des comptes et nous demandons... Vous les voyez parfois en l'air? Oui, on les voit, oui. On les voit, et même quelquefois, on fait plus que les voir. Voilà, on fait plus que les voir. Hein, voilà. On aide à la manipulation de ces drones, parce que ce qu'on donne, qui sont des nouvelles technologies, les technologies qui sont, parce que faire piloter un drone, tout le monde le sait le faire, mais les drones qui sont des drones plus sophistiqués que nous avons apportés, effectivement, il faut une certaine formation, et nous prenons en charge cette formation. Voilà. Donc oui, bien sûr, tous les équipements que nous donnons, nous essayons de faire en sorte qu'il y ait un suivi, et c'est pour ça que nous avons mis un expert qui est, je le répète, tous les jours à la PNH et qui connaît toutes les unités et qui est en dialogue constant avec eux, qui fait de la formation aussi. Il y en avait combien?